Pitié, dis-moi qu'on peut partir avant que la prochaine future mariée hystérique ne s'effondre, marmonna Lona en tirant sur le bord de sa veste en jean, tout en traînant un portant rempli de robes en satin. Sa meilleure amie, Mia, tournoyait devant un miroir à 3 faces, vêtue d'une robe sirène couleur ivoire. Tu m'as promis 1 heure. Ça fait 57 minutes. Tu me dois 3 minutes. 3 minutes de trop, soupira Lona, mi-amusée, mi-désespérée, en balayant du regard l'immense salle de bal transformée en un salon du mariage chaotique. Il y avait des bébés qui hurlaient, des flûtes de champagne en équilibre sur des classeurs, et au moins 5 pâtissiers vendeurs de gâteaux un peu trop enthousiastes. Je te jure, tout cet amour dans l'air me donne de l'urticaire. Tu es juste aigri parce que tu n'es sorti avec personne depuis ce végan un peu lourd l'automne dernier. Il était brut à plus d'un titre, rétorqua Lona, impassible. Il m'a littéralement dit que le lait d'amande était trop mainstream. Mia éclata de rire. Il faut que tu t'y remettes. Ouvre un peu ton cœur. Lona haussa un sourcil. La dernière fois que j'ai ouvert mon cœur, quelqu'un y a mis un coup de tronçonneuse. Je passe mon tour. Elle se dirigea vers la fenêtre pour échapper à la folie ambiante quand un homme grand la frôla, manquant de renverser une pile de brochures de mariage. Il les rattrapa sans effort avant qu'elles ne touchent le sol. Attention, dit-il en les rendant au vendeur décontenancé. On dirait que l'amour est dangereux aujourd'hui. Lona se retourna pour le regarder, prise au dépourvu. Grand. Mâchoire carrée. Manteau de luxe. Des yeux d'un bleu nuit. Le genre de secret trop beau pour être partagé. Il se tourna et la surprit en train de le dévisager. Vous préparez votre grand jour, demanda-t-il avec un léger sourire en coin. Le cœur de Lona manqua un battement. Oh mon Dieu, non. Je ne suis que la demoiselle d'honneur glorifiée, doublée d'une mule à café. Il se rapprocha. C'est dommage. Vous avez l'air du genre mariée fugitive. Plutôt du genre à me prendre les pieds dans le tapis et à renverser du vin sur le marié. Il eut un rire grave et suave. Laissez-moi deviner, dit-elle en plissant les yeux. Vous êtes l'un de ces témoins qui oublient les alliances mais qui reçoivent quand même une ovation. Presque, dit-il en penchant la tête. En fait, je suis ici pour faire des recherches. Pourquoi? Une pièce de théâtre? Il se pencha plus près. Pour ma future ex-femme. Lona s'étouffa de rire. Sombre. Honnête. Un silence s'installa. Elle croisa son regard, piqué de curiosité. D'accord, futur divorcé. Puisque nous n'achetons manifestement pas le conte de fées, que diriez-vous de ça? Elle attrapa un faux bouquet sur une table voisine et le brandit comme un défi. Épousez-moi. Juste pour une journée. Il cligna des yeux. Pardon? Elle haussa les épaules. Juste pour rire. Sans pression. Sans paperasse. On se met sur notre 31, on prend quelques photos ridicules, peut-être qu'on s'incruste à une dégustation de gâteau. Ensuite, on se ghoste et on retourne à nos vies misérables et non approuvées par les organisateurs de mariage. Ses yeux s'écarquillèrent. Tentant. Bien sûr que ça l'est. Je suis délicieuse. Il la toisa du regard. Vous êtes folle. Et pourtant, vous êtes là, en train d'y réfléchir. Il lui tendit la main. Ethan. Elle la serra. Lona. Il retint sa main une demi-seconde de plus que nécessaire. Une étincelle électrique dansa entre leurs doigts. Eh bien, Lona, dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. Marions-nous. Il disparut dans la foule peu après, tel de la fumée, laissant Lona retourner vers Mia, le visage rouge et un sourire béat. On dirait que tu viens de voir Dieu en smoking, dit Mia. Pas Dieu, répondit Lona. Juste un homme avec de belles mains et un mauvais sens de l'humour. Mia rit. Son nom? Aucune idée. Tu as au moins son numéro? Non. Mia la dévisagea. Toi. La reine du sarcasme et de l'espionnage sur les réseaux sociaux, tu n'as même pas demandé son nom de famille. C'était une blague, dit Lona en balayant l'idée d'un revers de main. Une petite fantaisie stupide dans un océan de pâte à sucre hors de prix et de strass. Je ne le reverrai jamais. Ce soir-là, Lona s'affala sur son petit canapé dans son appartement boîte à chaussures, entouré d'une odeur de vieille peinture et de bougies neuves. Elle enleva ses bottes,
vérifia son courrier et se figea. Dans son sac, niché entre les brochures de mariage, se trouvait une élégante enveloppe blanche. Pas d'adresse. Pas de logo. Juste son nom, écrit à l'encre dorée. Lona l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une feuille de papier cartonné. Contrat de mariage d'un jour. Entre Lona Bellamy et Ethan James Grayson. Objet, s'engager dans un faux mariage de 24 heures qui se tiendra le samedi, débutant à 9 h et se terminant à 9 h le lendemain. Règle. 1. Pas de vrai nom au-delà de ce qui a été donné. 2. Pas de vraie confession. 3. Interdiction de tomber amoureux. Pénalité en cas de violation, complications cardiaques. Potentiellement permanente. En bas, en une écriture cursive et fluide, une seule signature. Votre mari d'un jour. Le cœur de Lona fit un bond. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Oh. Il est doué. Le samedi matin arriva trop vite. Lona se regardait dans le miroir d'une boutique de robes de mariée. Un endroit où elle n'aurait jamais pensé mettre les pieds. Encore moins pour y louer une robe pour la journée. Son reflet la fixait, les yeux écarquillés, les lèvres peintes en rose, les cheveux relevés en un chignon lâche. La robe blanche était extravagante, juste assez vintage pour ressembler à un rêve cousu de dentelle. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle faisait ça. Un faux mariage. Avec un inconnu. Elle rit sous cape. Tu as officiellement perdu la tête, Lona. De l'autre côté du rideau de la cabine d'essayage, la voix de Mia retentit. T'es sûr que tu ne tombes pas dans un piège digne d'un film de Noël? Lona sortit et fit un tour sur elle-même. Ça fait folle ou chic et déjantée? Mia cligna des yeux. Ma belle, on dirait que tu es sérieuse. C'est ça le danger, murmura Lona en ajustant la taille. Tout ça est censé être une blague. Pour s'amuser. Puis on se ghoste et on redevient cynique et émotionnellement indisponible. Pourtant, te voilà en blanc, rougissant comme une mariée. Lona lui lança un regard noir. La ferme. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un loft avec toit terrasse, Ethan Grayson ajustait les manches de son costume noir sur mesure. Il se regarda dans le miroir, une boule dans la poitrine. Pas du stress, mais quelque chose de plus profond. Pour quelqu'un dont le monde était fait de contrats, de calculs et de risques mesurés, ce mariage d'un jour était la chose la plus imprudente qu'il ait faite depuis des années. Pourtant, paradoxalement, cela semblait plus sûr que tout le reste. Pas de pression. Pas de promesse. Juste elle. Il sourit pour lui-même en sortant de sa poche le contrat qu'ils avaient convenu. 1. Pas de vrai nom, mais elle connaissait déjà son prénom. 2. Pas de vraie confession. 3. Interdiction de tomber amoureux. Facile, non? Murmura-t-il. Les doigts dans le nez. À 10 heures précises, Lona se tenait pieds nus au milieu d'un champ de fleurs sauvages surplombant la ville. Elle portait une couronne de fleurs confectionnée par un fleuriste qui pensait qu'il s'agissait d'une séance photo pour un mariage secret. Quand elle le vit marcher vers elle, le souffle lui manqua. Ethan ressemblait à tous les fantasmes interdits qu'elle essayait de ne pas avoir. Costume impeccable, confiance désinvolte, comme s'il la connaissait déjà. Vous êtes en retard, dit-elle, les bras croisés. Vous êtes magnifique, répondit-il. Elle cligna des yeux. Règle numéro 2, pas de confession. Ce n'est pas une confession, la taquina-t-il. C'est un fait. Elle essaya de ne pas sourire. Mettons ce spectacle en route. Un photographe, le cousin de Mia, ravi de l'aubaine, prit des photos pendant que Lona et Ethan posaient comme un couple qui venait de s'enfuir pour se marier. Ils rirent, dansèrent pieds nus, se donnèrent des cupcakes à manger et inventèrent même leurs propres faux vœux. Ceux d'Ethan, je promets de t'aimer pendant 24 heures, de t'agacer pendant 12, et de te dérouter pour le reste. Ceux de Lona, je jure de ne jamais utiliser ta brosse à dents et de toujours voler la couette, même si nous ne sommes pas vraiment mariés. L'après-midi, ils étaient assis dans un café sur un toit terrasse, sirotant des cocktails sans alcool et regardant la ville en contrebas. Que faites-vous dans la vie, en fait, demanda-t-elle. Il marqua une pause, faisant tourner son verre. La finance. Principalement des investissements privés. Affaires de famille. Vous épousez toujours des femmes le week-end? C'est votre hobby? Ethan sourit. Vous êtes ma première.
Peut-être ma dernière. Bien envoyé, marmonna-t-elle. Il se pencha en avant, la voix plus douce. Pourquoi avez-vous dit oui, Lona? Elle hésita. Puis, lentement, parce que c'était la première chose depuis longtemps qui ne venait pas avec des attentes. Il hocha la tête. J'ai aimé qu'on ait fixé des règles, ajouta-t-elle. Pas de bazar. Pas de drame. Juste l'instant présent. Et vous aviez besoin de l'instant présent. J'avais besoin de quelque chose qui ne soit ni scénarisé, ni planifié, ni étouffant. Ethan la regarda, vraiment. Je comprends ça. Alors que le soleil déclinait, les jeunes mariés déambulèrent dans les jardins d'un gala de charité où ils s'étaient incrustés, prétendant être en lune de miel. Ils se fondirent parfaitement dans la masse. Main dans la main. Partageant des secrets qu'ils n'étaient pas censés partager. Elle lui parla de son rêve d'ouvrir un studio d'art-thérapie. Il lui raconta comment il s'était perdu à Tokyo pendant 2 heures et avait adoré chaque seconde. Ils s'assirent sur l'herbe et regardèrent les lucioles. Elle s'endormit, la tête appuyée sur son épaule. Et pendant un instant terrifiant, Ethan oublia les règles. Il voulait l'embrasser. Pas à cause de la blague. Pas à cause du plan. Mais parce que son rire lui donnait à nouveau l'impression d'être humain. Il ferma les yeux à la place. Et laissa passer l'instant. Le lendemain matin, Lona se réveilla seule dans son propre lit, avec un SMS de Mia. Meuf, t'as cassé Internet. Ouvre tes réseaux sociaux. Maintenant. Perplexe, Lona déverrouilla son téléphone. Et son cœur s'arrêta. Des photos d'elle et d'Ethan. Des dizaines. Se tenant la main. Riant. Se donnant à manger. Sa tête sur son épaule. Titre, mystère autour du mariage secret d'Ethan Grayson, le milliardaire qui ne sort avec personne. Sa tasse de café lui glissa des mains. Milliardaire, quoi? Ethan Grayson. Pas juste un type de la finance. Pas juste un mari d'un jour. Le Ethan Grayson. Héritier du conglomérat Grayson. L'un des 40 de moins de 40 ans de Forbes. Fortune estimée, 7,2 milliards de dollars. Sa blague venait de devenir un scandale de tabloïd. Et le pire de tout, elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Imaginez découvrir que votre faux mari d'un jour est un milliardaire. Que feriez-vous en premier? Lona arpentait son appartement comme une tempête dans un bocal. Ethan Grayson, marmonnait-elle, faisant défiler photo après photo, article après article. Magnat des affaires. Empires immobiliers. Fondations caritatives. Pouvoir. Argent. Influence. Tout ce qu'il avait caché derrière ce sourire en coin et ce charme de garçon. La finance, avait-il dit. L'euphémisme du siècle. On frappa à sa porte. Elle l'ouvrit brusquement. Mia se tenait là, tenant 2 cafés glacés et une expression qui disait « Je te l'avais bien dit ». Bonjour, épouse de célébrité, lança Mia en entrant. Déjà 10 000 partages sur Twitter. Le hashtag épouse d'un jour est en tendance. Lona gémit. C'est un cauchemar. Tu as épousé le milliardaire le plus secret du monde lors d'un faux mariage et maintenant Internet pense que c'est un mariage secret et romantique. Franchement, tu as réussi ton coup. Je ne sais même pas où il est passé, Mia. Il a disparu. Peut-être qu'il fuit la presse. Peut-être qu'il est à Dubaï. Peut-être qu'il est en train d'acheter une île. Je n'ai pas demandé à faire partie de ça. C'était une blague, Mia. Une blague. On était censé se ghoster. Mia sirota son café. Ouais, eh bien, les milliardaires ne ghostent pas. Ils s'évanouissent. 2 heures plus tard, Lona se tenait devant la Grayson International Tower. Ses parois de verre miroité s'élevaient vers le ciel comme l'ambition faite matière. Elle se sentait complètement déplacée en jean et sweat à capuche alors que des costumes cravates s'agitaient dans le hall comme des abeilles autour d'or. Je suis ici pour voir Ethan Grayson, dit-elle à la réceptionniste. La femme la toisa, clairement peu impressionnée. Avez-vous un rendez-vous? Non. Mais il me connaît. La femme cligna lentement des yeux. Votre nom? Lona Bellamy. Pause. Puis un clic sur un clavier. Le visage de la réceptionniste changea.
Elle se redressa. Je vais demander à quelqu'un de vous accompagner. Lona cligna des yeux. Attendez, quoi? Quelques minutes plus tard, elle sortait d'un ascenseur privé dans un bureau pentouse entouré de baies vitrées. Il était vide. Luxueux, moderne, froid. Puis une voix. Il n'est pas là. Lona se retourna brusquement. Une femme en tailleur impeccable sortit d'une salle de conférence vitrée. Nette, posée, la quarantaine. Je suis Tessa. La conseillère juridique de Monsieur Grayson. Où est-il? Demanda Lona. En séminaire d'entreprise. Il est parti hier soir. L'estomac de Lona se noua. Savait-il que la presse? Il ne s'attendait pas à une fuite. Personne d'entre nous. Mais vous êtes devenu une personne d'intérêt public. Lona eut un rire amer. Oh, génial. Vous pouvez envoyer un fax à mon propriétaire pour que j'aie une réduction de loyer. Tessa ne broncha pas, il y a autre chose. Monsieur Grayson a déposé un acte de mariage. Le cerveau de Lona se bloqua. Vous quoi? Le contrat dont vous avez plaisanté? Il a été signé. Avec témoin. Et déposé. Vous êtes, en fait, légalement marié à Ethan James Grayson. Le sol se déroba sous ses pieds. Non. Non, c'était un jeu. Il a plaisanté. Il a dit. Tessa brandit un dossier. C'est légal. Ce qui signifie que vous avez accès à la presse. À la marque. Oh non. Je ne veux rien de tout ça. Mais quelqu'un d'autre le veut. Tessa se pencha plus près. Quelqu'un au sein de l'entreprise essaie de forcer Ethan à démissionner. Votre mariage retarde ce processus. Lona s'assit sur un banc de parc cet après-midi-là, fixant la rivière tandis que la ville bourdonnait autour d'elle. Mariée. À un milliardaire. Légalement. Accidentellement. Et utilisée comme un pion dans un jeu de pouvoir au sein d'un conseil d'administration. Elle aurait dû être furieuse. Elle aurait dû appeler un avocat. Elle aurait dû s'enfuir. Au lieu de ça, sa poitrine était endolorie par autre chose. De la confusion. Et peut-être, de la trahison. Parce que quelque part dans ce chaos, elle avait commencé à croire en la magie. En la façon dont il la regardait comme si elle comptait. En la façon dont il tenait sa main comme s'il ne voulait pas que l'instant se termine. Mais maintenant tout cela n'était-il qu'une stratégie? Ce soir-là, un paquet arriva à sa porte. Pas d'expéditeur. Juste son nom. À l'intérieur, une boîte en velours noir. Elle l'ouvrit lentement. Une bague. Platine. Simple. Magnifique. Et un mot, de l'écriture d'Ethan. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Mais chaque seconde était sincère. Le jet fendait les nuages comme un secret. Lona était assise, raide, sur le siège en cuir de l'avion privé d'Ethan, se tordant les mains. Tout s'était passé trop vite. Un appel de Tessa, une signature falsifiée déposée auprès du conseil d'administration, et maintenant Lona était en route pour la Suisse. Pour affronter son mari d'un jour. Le milliardaire qui s'était évanoui après avoir fait battre son cœur pour de vrai. Elle regarda par le hublot, les lèvres pincées. Vous êtes, en fait, légalement marié à Ethan James Grayson. Les mots résonnaient dans son crâne comme une alarme qu'elle ne pouvait pas éteindre. Ça ne faisait pas partie de la blague, murmura-t-elle. Ce n'est plus drôle. Saint-Moritz était un terrain de jeu pour milliardaires. Sommets enneigés, lac cristallin et un luxe trop discret pour être ostentatoire. Les bottes de Lona crissèrent sur le marbre alors qu'elle entrait dans le complexe alpin. Le portier hocha la tête. Madame Grayson. Nous vous attendions. Elle tressaillit. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça, dit-elle. Il désigna le salon. Monsieur Grayson est en réunion. Vous pouvez attendre ici. Elle erra dans la pièce. Une cheminée crépitait, des baies vitrées s'ouvraient sur une vue de montagne. Des verres en cristal s'alignaient sur un bar taillé sur mesure. Une musique classique fredonnait. Trop calme pour la tempête qu'elle portait en elle. Puis elle entendit des talons claquer. Une femme stupéfiante en tailleur rouge entra, téléphone à la main, des lèvres brillantes sculptées en un sourire glacial. Vous devez être l'épouse. Lona cligna des yeux. Excusez-moi.
Je suis Céleste. La femme tendit la main. L'ex d'Ethan. Et son actuel partenaire en affaires. L'estomac de Lona se tordit. Oh. Céleste laissa tomber sa main. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour le récupérer. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Lona arqua un sourcil. C'est-à-dire? Un mariage Grayson qui ne donne pas une image d'imprudence à la marque. Vous êtes un électron libre, Lona. Mignonne, mais dangereuse. Lona croisa les bras. Vous avez répété cette réplique. Céleste sourit. Vous avez jusqu'à demain pour tout annuler. Si vous vous souciez de l'héritage d'Ethan, vous partirez. Et si je ne le fais pas? Céleste se pencha. Alors préparez-vous à être dévorée toute crue. Quand Ethan entra, la pièce était vide à l'exception de Lona, assise au bar avec 2 verres vides à côté d'elle. Il se figea. Lona. Elle ne le regarda pas, tu m'as épousé sans me le dire. C'est un nouveau niveau d'arrogance de milliardaire. Il s'avança, prudent. Je ne l'ai pas déposé au début. Je le jure. J'avais laissé le contrat non signé. Mais Céleste a trouvé une faille. Alors c'est elle qui a décidé pour moi. Non. Elle a suggéré que je le rendrais elle. Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Lona se tourna pour lui faire face. Alors pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Le conseil d'administration tourne comme des vautours. Céleste manipule les votes. S'ils croient que je me suis rangé, ils lâcheront l'affaire. Donc, je suis ton bouclier. Non, dit-il. Tu es la seule chose qui m'ait semblé réelle depuis longtemps. Son souffle se coupa. Alors pourquoi partir, chuchota TL. Il baissa les yeux. Parce que je commençais à enfreindre nos règles. La règle numéro 3. Ne pas tomber amoureux. Elle cligna des yeux. J'ai eu peur, dit-il. Alors je suis parti avant de faire quelque chose de stupide. Comme quoi? Il s'approcha, lentement. Comme te demander que ce soit pour toujours. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le balcon de la suite, emmitouflés dans des couvertures, partageant des histoires. Elle lui raconta la fois où elle avait volé une barre de chocolat à 6 ans et avait pleuré pendant 3 heures. Il lui parla de la perte de sa mère, et comment aucune somme d'argent n'avait jamais comblé ce silence. C'était lent. Hésitant. Chaleureux. Quelque part entre la guérison et la possibilité. Puis Ethan se leva. J'ai une dernière surprise. Il se dirigea vers la cheminée et revint avec une boîte cadeau. Lona l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un carnet en cuir personnalisé. Sur la première page. Pour tes rêves. Pour ta folie. Pour chaque version de toi que je veux connaître. Sa gorge se serra. Tu ne te bats pas à armes égales. Je ne me bats plus, dit-il. Je ne fais que demander. Alors demande, murmura-t-elle. Il s'approcha. Veux-tu rester? Le chalet Grayson était chargé de tension. Cela ne faisait que 48 heures que Lona était arrivée en Suisse. 48 heures seulement qu'elle avait découvert qu'elle était légalement mariée à l'homme qu'elle avait un jour plaisanté d'épouser pour rire. Pourtant, chaque seconde depuis semblait être le début de quelque chose de dangereusement réel. Souriez, Madame Grayson, murmura le photographe. Lona força un sourire alors que les flashs crépitaient. Elle se tenait à côté d'Ethan dans le grand hall d'un hôtel de luxe, entouré de cadres, d'influenceurs et de la presse étrangère. C'était un gala de charité, une opération de relations publiques pour prouver qu'Ethan était stable, engagé sentimentalement et digne de porter l'héritage Grayson. Et elle était le visage de ce récit. Une blague devenue épouse. Un bouclier devenu pièce maîtresse. Ses doigts serraient fort ceux d'Ethan, non pas parce qu'elle était nerveuse, mais parce que son cœur commençait à vouloir que ce soit vrai. Il se pencha. Ça va, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Je me demande juste quand le jeu cessera d'en être un. Son pouce caressa le sien. Peut-être que c'est déjà le cas. Plus tard dans la nuit, Lona sortit sur la terrasse enneigée, ayant besoin d'air. À l'intérieur, la musique vibrait d'opulence, mais dehors, c'était silencieux. Paisible. Presque.
Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit une voix dans l'ombre. Elle se retourna et se figea. Noah. Son ex. Le dernier homme qu'elle avait jamais aimé. Celui qui avait laissé son sillage après avoir promis l'éternité. Il entra dans la lumière, toujours aussi charmant, écharpe lâche, sourire hésitant. Toujours à prendre des décisions impulsives, à ce que je vois, dit-il en désignant sa bague en diamant. Qu'est-ce que tu fiches ici, demanda Lona, se raidissant. Je travaille pour Altwell Partners maintenant. Nous sommes en concurrence avec Grayson Global pour une nouvelle acquisition. Imagine ma surprise quand je t'ai vu en couverture de Forbes, Madame Grayson. Elle détourna le regard. Ça ne te regarde pas. Il se rapprocha. Toi et moi, c'était réel. Ça. C'est une manœuvre de presse. Un jeu de pouvoir. Tu ne sais rien à ce sujet. Tu es un pion, Lona. Tu n'as pas ta place dans ce monde. Elle eut un rire glacial. C'est vrai. Parce que je n'étais pas assez bien pour le tien non plus, tu te souviens? Sa mâchoire se crispa. Je ne voulais pas dire. Ne commence pas, il tendit la main et elle recula. Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Et maintenant tu te pointes parce que tu sens l'odeur du sang. Va te faire voir. Il hésita. Ethan n'est pas celui que tu crois. Il joue sur le long terme. Il l'a toujours fait. Elle plissa les yeux. Et pourtant, je suis toujours plus en sécurité avec lui que je ne l'ai jamais été avec toi. De retour à l'intérieur, Ethan se tenait avec Tessa, en pleine conversation, quand Lona arriva en trombe. Il faut que je te parle. Il vit son visage et congédia instantanément tout le monde. Que s'est-il passé? Elle le prit à part, le souffle tremblant. Noah. Il est ici. Il travaille avec Altwell. Sa mâchoire se durcit. Il t'a approché? Elle hocha la tête. Il a essayé de me dire que j'étais utilisé. Que tout ce mariage est faux. La voix d'Ethan s'adoucit. Le crois-tu? Les yeux de Lona fouillèrent les siens. Je veux dire non. Mais une partie de moi a peur que tout ça soit devenu trop grand. Trop irréel. Ethan prit ses mains. Alors, laisse-moi simplifier les choses. Je me fiche de la presse. Je me fiche d'Altwell. Je me soucie de toi. Elle leva les yeux vers lui. Alors dis-moi quelque chose de vrai. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les affaires. Il marqua une pause. Puis murmura, je me réveille chaque jour en pensant au son de ton rire. Elle cligna des yeux. Je sais que tu fredonnes dans les ascenseurs quand tu es nerveuse. Je sais que tu n'aimes pas les olives sur la pizza. Je sais que tu dors avec des chaussettes même quand il fait chaud. Il se rapprocha. Et je sais que même si tout cet empire disparaissait demain, je voudrais toujours te trouver et te dire, épouse-moi encore. Pas pour un jour. Pour toujours. Le lendemain matin, Lona se réveilla dans les bras d'Ethan. Pas parce qu'ils avaient couché ensemble, mais parce qu'ils étaient restés à parler jusqu'à 4 heures du matin, affalés sur un canapé en velours, partageant des peurs d'enfance, des espoirs et l'idée de l'éternité. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans le monde d'un milliardaire. Tessa fit irruption à 9 heures, le visage grave. Le conseil d'administration a convoqué un vote d'urgence. Ethan se leva instantanément. Quoi encore? Céleste pousse à un remaniement de la direction. Elle utilise votre mariage comme motif pour contester votre prise de décision. Lona se leva aussi. Et donc, que se passe-t-il? Tessa hésita. À moins de prouver que votre mariage n'est pas un handicap, ils vous retireront vos droits de vote. Ethan serra la mâchoire. Qu'ils essaient. Lona les regarda tour à tour. De quoi avez-vous besoin de ma part? Ethan se tourna vers elle, la voix basse. De rien que tu ne veuilles donner. Elle s'avança. Rappelons-leur à qui ils ont affaire. La salle du conseil semblait plus froide que les Alpes à l'extérieur. Murs de verre. Sol poli. Des cadres en costume lisse flanquant une longue table d'obsidienne. À la tête, le président Ellison, visage impassible. À sa gauche, Céleste, rayonnante comme une arme chargée. Et au centre de tout cela, Ethan et Lona, main dans la main. Des clics d'appareils photo provenaient de la presse invitée pour la transparence. Un spectacle.
Une mascarade de pouvoir déguisée en procédure. C'était le royaume d'Ethan. Mais Lona, elle, était l'électron libre. Le président Ellison s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici pour déterminer si les décisions récentes d'Ethan Grayson, y compris son mariage surprise, ont compromis la stabilité et l'image de Grayson Global. Lona serra la main d'Ethan sous la table. Céleste prit la parole, sa voix de velours enrobée de poignard. Bien que je souhaite personnellement le bonheur à Ethan, nous devons remettre en question l'impulsivité de contracter un mariage public avec quelqu'un d'extérieur à notre écosystème, surtout sans contrat de mariage, sans annonce et sans alignement stratégique. La mâchoire de Lona se crispa. Elle n'est pas une marque, rétorqua Ethan. C'est ma femme. Comme c'est pratique, répliqua Céleste, juste à temps pour retarder le vote sur la direction. Lona se leva avant qu'Ethan ne puisse l'arrêter. Je n'ai pas épousé Ethan pour l'argent. Je ne savais même pas qui il était quand nous nous sommes rencontrés. Un murmure parcourut la salle. Elle continua. Nous nous sommes rencontrés sur une blague. Un pari. Mais quelque part au milieu de la comédie, nous avons arrêté de jouer. Les yeux rivés sur Céleste, Lona dit, et si quelqu'un dans cette pièce veut me traîner dans la boue pour l'entraîner dans ma chute, qu'il essaie. Elle s'assit. Et pour la première fois, Ethan la regarda comme si elle ne faisait pas seulement partie de sa vie. Elle était son encre. Juste au moment où la salle commençait à se calmer, un homme en costume sombre entra, chuchotant à l'oreille du président Ellison. Des papiers furent échangés. Un murmure. Céleste leva les yeux, alarmée. Qu'est-ce que c'est? Le président fronça les sourcils. De nouvelles informations ont fait surface. Tessa se leva, jetant un regard à Lona, puis à Ethan. Puis-je parler? Le président hocha la tête. Tessa s'avança avec une clé USB. Il y a 2 jours, quelqu'un de l'intérieur de Grayson Global a falsifié la signature de Lona Bellamy sur un contrat qui enregistrait leur mariage comme un transfert d'actions formel. Ce document a ensuite été divulgué, créant une tempête médiatique et des complications juridiques. Des halètements se firent entendre. Le cœur de Lona s'emballa. Attends, falsifié? Tessa hocha la tête. Oui. Quelqu'un a utilisé le nom de Lona pour créer un faux levier. Céleste se leva, le visage en feu. Insinuez-vous que... Je n'insinue pas, dit Tessa en faisant glisser un dossier sur la table. Je prouve. À l'intérieur, des captures d'écran. Des horodatages. Des adresses IP. Tout menait à l'assistant de Céleste. Le silence explosa en chaos. 10 minutes plus tard, Céleste était escortée hors de la salle. Le conseil vota à l'unanimité, Ethan restait PDG. Mais la victoire avait un goût étrange. Alors que la salle se vidait, Ethan se tourna vers Lona. Tu n'avais pas à me défendre comme ça. Elle sourit. Si, je le devais. Tu n'as pas signé pour cette guerre. Je n'ai signé pour rien de tout ça. Mais j'ai choisi de rester. Il la regarda comme s'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi vrai. Puis il sortit de sa veste une nouvelle enveloppe. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de mariage, dit-il. Non déposé. Inutilisé. Je croyais que nous étions déjà mariés. Nous le sommes, dit-il. Mais si jamais nous le faisons pour de vrai, je veux que tu entres en sachant que tu me choisis, moi, pas que tu m'achètes. Elle toucha l'enveloppe. Et la déchira lentement en 2. Je l'ai déjà fait. Cette nuit-là, de retour au chalet, la neige recouvrait les montagnes de silence. Lona se tenait pieds nus sur le balcon, enveloppée dans un plaid. Ethan se plaça derrière elle, ses bras chauds autour de sa taille. Fini les salles de conseil, murmura-t-il. Fini les secrets, répondit-elle. Alors dis-moi ce que tu veux. Elle se tourna vers lui. Toi. Sans condition. Sans caméra. Sans peur. Il déposa un baiser sur son front. Alors épouse-moi encore. Elle le regarda, surprise. Pour de vrai, dit-il. Pas pour les affaires. Pas pour les gros titres. Pas pour la stratégie. Un silence s'installa entre eux et Lona sourit. Demande-moi demain. Pourquoi demain? Elle se pencha et murmura, parce que je veux me réveiller et savoir que c'est toujours toi que je veux,
quand le monde sera redevenu silencieux. Le lit était vide. Ethan tendit la main vers le côté de Lona par réflexe, s'attendant à de la chaleur. Au lieu de cela, il toucha des draps froids et immobiles. Il se redressa, le cœur battant. Le feu dans l'âtre du chalet s'était éteint. Le doux parfum de son parfum flottait encore, mais elle était partie. Ses yeux balayèrent la pièce. Rien. Pas de valise. Pas de mots. Sauf. Un bout de papier plié gisait sur la table de nuit, lesté par sa bague. Son cœur se serra avant même de l'ouvrir. Ethan. Tout cela a été magique. Une tempête à laquelle je ne m'attendais pas. Mais c'est peut-être pour ça que je dois partir. Avant de commencer à croire que j'ai ma place dans ton monde pour toujours. Je ne veux pas être une complication que tu devras régler plus tard. J'ai besoin de savoir qui je suis quand les caméras s'éteignent et que la neige fond. Merci de m'avoir fait sentir que j'existais. Que pour la première fois, je comptais. Mais je ne veux pas être ton coup de pub. Je veux être ta personne. Et pour l'instant, je ne sais pas si j'en suis capable. Lona. PS, garde la bague. Où trouve-moi? Il était dans la voiture en moins de 10 minutes. Quel est son vol? Aboya Théil dans son téléphone. La voix de Tessa crépita. Déjà en train de chercher. Elle a embarqué sur un vol commercial il y a 1 heure, avec une correspondance à Paris. Destination finale inconnue. J'ai besoin de la porte d'embarquement à Genève. Ethan, attends. Il raccrocha. Aéroport de Genève. Ethan se précipita devant la sécurité. Les mains moites, les cheveux en désordre, le cœur en miettes. Elle partait. Pour de bon. Pas à cause du scandale. Pas à cause de la pression. Mais parce que, quelque part en chemin, il lui avait donné l'impression qu'elle n'avait pas sa place. C'était de sa faute. Puis, il la vit. Debout, seule, près de la porte 17, serrant son manteau autour d'elle, les yeux gonflés. Il s'arrêta, le souffle coupé. Elle n'avait pas encore embarqué. Dieu merci. Il courut. Elle se retourna. Et tout s'arrêta. L'aéroport s'effaça. Les annonces se fondirent en un murmure. Tout ce qui existait, c'était elle. Réelle, belle, sienne. Elle cligna des yeux. Ethan. Tu n'allais vraiment pas dire au revoir. Elle déglutit. Je t'ai laissé un mot. Il expira. Oui. Un mot de rupture. Je ne rompais pas avec toi. Je te rendais ta liberté. Il se rapprocha. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision seule. Ce n'est pas comme ça que pour toujours fonctionne. Sa voix se brisa. Tu penses que je suis prête pour ça? Je m'en fiche. J'attendrai. Elle le dévisagea, les yeux écarquillés. Je n'ai pas besoin de la perfection, dit-il. J'ai besoin du réel. Du brut. De la peur, si tu dois l'être, mais ici. Avec moi. Il sortit quelque chose de sa poche. La bague. Je l'ai gardée. Mais je préférerais la voir à ta main. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il la lui tendit. Tu as dit oui 1 fois. Dis-le encore. Pas pour un jour. Pour tous les jours. Elle ne bougea pas. Et puis. Elle se jeta dans ses bras. Et murmura, oui. De retour à New York, ils n'organisèrent pas de fête. Ils ne postèrent rien en ligne. Ils ne dirent rien à la presse. Au lieu de cela, ils emménagèrent dans un appartement tranquille 2 étages en dessous du penthouse d'Ethan, juste pour eux. Pas de salle de conseil. Pas de photographe. Juste des matins avec du café et des mots croisés. Des nuits avec des livres et des baisers sur le front. Ils se choisirent, cette fois. Et cela fit toute la différence. Un soir, des semaines plus tard, Lona se blottit contre Ethan sur leur canapé confortable, regardant des rediffusions et mangeant du popcorn. « Tu me dois toujours une lune de miel », murmura-t-elle. Il sourit. Paris. Trop cliché. Tokyo. Elle secoua la tête. Trop néon. Il rit. Alors où? Elle se pencha,
effleurant son oreille de ses lèvres. N'importe où. Tant que tu ne disparais pas à nouveau. Il l'embrassa doucement. Jamais. Pas même une seconde. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Lona se tenait devant la fente des boîtes aux lettres de leur étage, son doigt tremblant alors qu'elle tenait une enveloppe beige, sans aucune marque à l'exception d'un mot écrit en boucle, Ethan. Elle avait failli la jeter. Jusqu'à ce qu'elle remarque l'adresse de l'expéditeur. Centre correctionnel de New Haven. Une prison. Son pouce emballa. Elle la déchira. À l'intérieur, une lettre. Écriture penchée. Encre tachée. Une photo décolorée était attachée au coin, une petite fille. Blonde. Yeux vert de gris. Un sourire plein de dents. Et puis elle le vit. Elle lui ressemble tellement. Les genoux de Lona faillirent céder. Elle serra la lettre et rentra en titubant. Ethan la trouva recroquevillée sur le canapé, la lettre sur ses genoux, la photo à la main. Lona, demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, le visage pâle. Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Il se figea en reconnaissant la lettre. Il s'assit lentement. Cette lettre elle vient de Serena. Qui est-ce? Une femme que j'ai connue. Il y a des années. Avant tout ça. Avant nous. Les lèvres de Lona tremblèrent. Tu as une fille. Il ferma les yeux. Je ne sais pas. Je jure que je ne savais pas qu'elle était enceinte. Serena et moi, ce n'était pas stable. Elle a disparu avant que je puisse arranger quoi que ce soit. Lona le fixa. Et maintenant, elle écrit de prison. Pourquoi? Elle a été arrêtée pour fraude. Elle me contacte maintenant parce qu'elle sait que nous sommes mariés. Elle veut de l'aide. Est-ce que ce bébé est le tien? Ethan baissa les yeux. Je ne sais pas. Silence. Lona se leva. Alors, nous allons le découvrir. 2 jours plus tard, Lona et Ethan étaient assis dans le bureau moderne d'une assistante sociale dans le Connecticut. Le bébé, Sky, était assise dans une chaise haute, mâchonnant ses doigts, observant Lona avec des yeux curieux. Le cœur de Lona se fendit. Même si elle n'était pas la fille d'Ethan, elle restait une enfant prise dans le chaos. L'assistante sociale posa des kits de test ADN sur la table. Les mains d'Ethan tremblaient en faisant le prélèvement buccal. Celle de Lona, non. Pendant qu'ils attendaient les résultats, la tension les enveloppa comme de la glace. Ethan faisait les 100 pas, si elle est mienne, je la prendrai. Je lui donnerai tout. Mais je ne t'imposerai jamais ça. Lona le coupa. Elle n'est pas une menace pour moi, Ethan. C'est une enfant. Notre enfant, peut-être. Ça n'efface pas ce que nous sommes. Il marqua une pause. Tu le penses vraiment? Oui. Mais j'ai besoin de la vérité. Plus de secrets. Plus de surprises dans la boîte aux lettres ou de lettres de dernière minute. Il hocha lentement la tête. Alors j'ai une autre vérité. Elle le regarda. J'étais prêt à t'aimer après une seule nuit. Mais j'étais terrifié que tu ne me choisisses jamais en plein jour. Elle s'avança. Je suis toujours là. C'est ta réponse. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent. Ethan ouvrit l'enveloppe en silence. Lona retint son souffle. Puis, une lente expiration. Elle est mienne. Le cœur de Lona lui fit mal, mais pas de peur. De clarté. Elle a besoin d'une famille, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Et nous pouvons être cette famille. Si tu le veux. Elle se blottit dans ses bras. Écrivons une nouvelle histoire. 1 mois plus tard, ils étaient tous les 3 assis dans un parc. Sky gloussait tandis qu'Ethan la poussait sur la petite balançoire. Lona les regardait depuis le banc, sa poitrine remplie de quelque chose de plus brillant que la peur, de plus profond que la chance. L'amour. Choisi. Disputé. Gagné. La pluie tombait à verse sur Manhattan comme une promesse non tenue. Ethan se tenait sur le toit de l'immeuble Grayson, trempé jusqu'aux os, un écrin en velours à la main. Derrière lui, le toit avait été transformé en quelque chose de magique, des lumières douces, des roses blanches, un quatuor à cordes sous une verrière. Il avait attendu des semaines pour ce moment.
Maintenant, Lona était en retard. Il vérifia son téléphone. Pas de message. Pas d'appel manqué. Pas de réponse. Il déglutit difficilement. Quelque chose n'allait pas. À l'autre bout de la ville, Lona était assise à l'arrière d'un SUV noir, un bandeau sur les yeux. Ses mains étaient liées, sa voix rauque à force de crier. Au moment où elle était sortie de l'immeuble pour aller chercher Sky à la garderie, quelqu'un l'avait attrapée. Pas un étranger. Céleste. Dégoulinante de fureur et de parfum de créateur. Tu crois que tu as gagné, cracha Céleste depuis le siège conducteur. Tu crois que tu peux tout prendre. Lona toussa. Tu es folle. Céleste eut un rire amer. Non, ma chère. Je suis désespéré. Sais-tu ce que c'est de regarder tout ce que tu as construit être remis à quelqu'un qui a obtenu le pouvoir par une blague? Tu as falsifié mon nom, fait du chantage pour entrer dans la salle du conseil et tu as quand même perdu. Et tu vas tout perdre aussi. Ethan fit irruption dans le Penthouse. Tessa se tenait là avec Sky, perplexe. Lona ne répond pas, dit-il. Peut-être qu'elle. Son téléphone sonna. Numéro masqué. Il répondit. La voix sifflante de Céleste emplit le silence. Tu as toujours été dramatique. Une demande en mariage sous la pluie. Son sang se glaça. Où est-elle? En sécurité. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Mais je me contenterai de regarder ton empire brûler. Clic. Céleste traîna Lona dans un entrepôt sombre, son ancien studio de mannequinat privé, abandonné depuis des années. Ironie tordue. Les bras de Lona étaient éraflés. Ses genoux tremblaient. Quel est ton plan? Demanda-t-elle, la voix plus assurée que son cœur. Je veux qu'Ethan souffre, dit Céleste en arpentant la pièce. Et tu es sa faiblesse. Les yeux de Lona se plissèrent. Alors tu as déjà perdu. Parce que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui le rend plus fort que tu ne le seras jamais. Céleste leva la main, tremblante de rage, puis s'arrêta. La porte s'ouvrit avec fracas. Ethan. Seul. Sans armes. Sa voix résonna comme le tonnerre. Laisse-la partir. Céleste pointa un petit pistolet. Fais un pas de plus et elle est morte. Le souffle de Lona se coupa. Ethan leva les mains. Alors prends-moi à sa place. Céleste cligna des yeux. Quoi? Laisse-la partir. Tu veux détruire quelque chose? Détruis-moi. Mais ne la touche pas. Lona cria, Ethan, non. Céleste hésita. Et cette hésitation les sauva. Un bruit sourd derrière elle. Tessa et deux gardes plaquèrent Céleste au sol. Le pistolet tomba. Cri. Chaos. Lona s'effondra dans les bras d'Ethan, en sanglots. Tu es venu pour moi. Il lui prit le visage, tremblant. Toujours. Plus tard cette nuit-là, après que la police eut emmené Céleste, Lona était assise à côté d'Ethan sur le sol de l'appartement. Sky dormait à proximité, serrant son ours en peluche préféré. Les lumières étaient tamisées. Le monde était silencieux. Tu as risqué ta vie pour moi, murmura-t-elle. Il sourit. C'est ce que font les maris. Mais je ne le suis pas. Il sortit l'écrin. Cette fois, sec. Calme. Sûr. Pas encore, dit-il. Il l'ouvrit. Un simple diamant. Classique. Intemporel. Lona Bellamy, veux-tu m'épouser à nouveau, mais cette fois sans fin et sans règle? Elle rit à travers ses larmes. Oui. Pour tous les jours à venir. Il lui glissa la bague au doigt. Et la tempête s'apaisa enfin. La chapelle se dressait au bord de l'Hudson, baignée d'une douce lumière matinale. C'était un lieu calme, ni grandiose ni doré, mais réel. Tout comme eux. Des roses blanches bordaient l'allée. Les préférés de Lona. Un piano jouait une mélodie chaude et lente en arrière-plan pendant que les invités remplissaient les bancs. Des PDG, quelques journalistes, quelques visages familiers du conseil d'administration d'Ethan. Tessa était assise près du premier rang, tenant Sky, qui portait une couronne de fleurs et une robe blanche miniature. Et à l'autel se tenait Ethan,
les mains jointes, les yeux scrutant la porte, son cœur battant plus fort que la musique. Parce que cette fois, elle n'était pas en retard. Elle choisissait de marcher vers lui. Les portes s'ouvrirent. Tout le monde se retourna. Et elle était là. Lona. Une robe de satin, simple mais éclatante. Ses cheveux encadraient doucement son visage. Pas de voile, juste de la confiance. Elle ne marchait pas comme une femme qu'on mène à l'hôtel. Elle marchait comme une femme qui assumait son choix. Leurs regards se croisèrent. Et Ethan oublia de respirer. Lona atteignit l'hôtel, plaçant sa main dans la sienne. Aucun des deux ne pouvait s'arrêter de sourire. L'officiant commença. Les mots se mêlèrent. Quelque chose sur l'éternité, sur les promesses, sur la confiance et le temps qui recommence. Mais ils y étaient déjà. Quand vint le temps des vœux, Ethan parla le premier. J'ai un jour pensé que l'amour était une distraction. Une faiblesse dans un monde comme le mien. Mais ensuite, tu es entré dans ma vie comme si tu possédais l'univers, et tu as transformé une blague d'un jour en la chose la plus sérieuse que j'ai jamais ressentie. Je ne promets pas de toujours connaître les réponses. Mais je promets d'être là. De me battre. De pardonner. Et de te choisir, encore et encore. Lona essuya ses yeux, riant doucement. Puis elle prit une inspiration. J'ai un jour pensé que je n'étais pas assez. Pas assez élégante. Pas assez calme. J'ai essayé de partir avant que tu ne le puisses. Mais tu m'as trouvé quand même. Tu m'as fait croire en un amour qui n'a pas besoin d'être réparé, juste d'être affronté. Et si je devais tout refaire, Ethan Grayson, je m'assiérais toujours dans ta voiture sans poser de questions. La foule rit. Des larmes. Des sourires. Et puis, par les pouvoirs qui me sont conférés. Ils s'embrassèrent. Et ce n'était pas le premier. Mais c'était le premier avec l'éternité dedans. Plus tard dans la nuit, la réception était remplie de joie. Des bougies scintillaient sur chaque table, la musique flottait dans l'air, et les gens riaient comme si le monde avait tourné une page. Lona dansait avec Sky sous des guirlandes lumineuses. Ethan trinquait avec Tessa. Tout était parfait. Jusqu'à ce que un homme en costume gris foncé franchisse la porte. Lona le vit la première. Son sourire s'effaça. Ethan se retourna juste à temps pour entendre son nom. Monsieur Grayson. L'homme était grand. Fin de la quarantaine. Mâchoire carrée. Yeux froids. Je suis ici au nom du Stanton Trust. Ethan se raidit. De quoi s'agit-il? L'homme sortit de sa veste une enveloppe scellée et la posa sur la table. Ceci concerne la succession cachée de votre défunt père. Il y a plus qu'on ne vous a dit. Lona se plaça à côté d'Ethan. Pourquoi maintenant? Parce que votre mariage a activé une clause du testament. Et cette clause débloque un héritage distinct. Ethan fronça les sourcils. J'ai déjà refusé l'héritage il y a des années. L'homme ne broncha pas, il ne s'agit pas seulement d'argent, Monsieur Grayson. Il s'agit de tutelle. La garde de quelqu'un que votre père a laissé derrière lui. Il ouvrit un dossier. À l'intérieur, un acte de naissance. Nom, Julian Stanton. Date de naissance, il y a 6 ans. Mère, inconnue. Père, William Grayson. Les mains d'Ethan tremblaient. Lona prit le papier. Attendez, dit-elle en le parcourant. Ce garçon le fils de votre père? L'homme hocha la tête. Oui. Mais dans sa dernière lettre, il a nommé Ethan comme tuteur légal. L'enfant est en famille d'accueil. Vous êtes maintenant le seul héritier légal ayant le pouvoir de le prendre en charge. Ethan se tourna vers Lona. Et pour la deuxième fois ce jour-là, sa vie changea pour toujours. 2 semaines plus tard, dans un parc tranquille du nord de l'État de New York, Ethan s'agenouilla devant un garçon aux cheveux sombres et aux yeux solennels. « Salut, dit-il doucement. Je suis Ethan. Je crois que toi et moi, on est de la même famille. » Le garçon pencha la tête. « Je n'ai pas de famille. » Ethan sourit. « Si, maintenant. » Lona s'approcha, Sky lui tenant la main. La petite fille gloussa et fit un signe de la main. Julian cligna des yeux, puis sourit timidement. Et tendit lentement la main vers celle d'Ethan. Cette nuit-là,
Leur nouvelle famille était assise dans leur maison. Pas un Penthouse. Pas un palais. Juste un endroit rempli de rires, de jouets, de céréales tard dans la nuit et d'un amour qui avait pris du temps. Lona coucha Sky. Ethan s'assit avec Julian, lui lisant sa bande dessinée de super-héros préférée. Et quelque part entre la page 6 et la page 7, le garçon se pencha contre son épaule et murmura « Tu vas partir aussi ?» Ethan l'embrassa sur la tête. « Jamais. Ouvririez-vous votre cœur à l'héritage de quelqu'un d'autre? Pourriez-vous construire un amour sur des cicatrices, des secrets et des secondes chances? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous si cette histoire vous a ému, car les plus belles histoires d'amour ne se terminent pas à l'hôtel. Elle commence avec la promesse de rester, quoi qu'il arrive.